Le marché crypto semble être enfin prêt à vouloir décoller après l'acceptation des ETF et cette longue période de consolidation. Est-ce qu'on se rapprocherait pas du moment tant attendu par tout le monde, la suite de ce marché haussier? C'est tout clairement ce que nous verrons dans cette nouvelle revue de presse. On commencera comme toujours avec un point sur l'actualité. On regardera aussi le sentiment du marché. On fera un tour sur le côté macroéconomique. On passera ensuite sur les graphiques avec quelques altcoins que je vais vous présenter qui me paraissent plutôt intéressants pour la suite. Et on terminera par un article du jour ainsi que deux sagesses du jour. Avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner afin de ne pas louper les actualités sur le marché crypto et de réussir au mieux ton bull run. Et on commence directement avec des nouvelles qui nous viennent d'Argentine et du Salvador. Ces deux pays seraient donc en discussion afin de montrer la marche à suivre pour l'Argentine dans une adoption potentielle de Bitcoin et des crypto-monnaies. Pour ceux qui font partie de mon groupe privé, vous savez que ça fait un moment que j'ai annoncé que, à mes yeux, le prochain pays à adopter officiellement Bitcoin comme monnaie légale pourrait être l'Argentine. On verra ce qu'il en est lors des prochaines semaines. Toujours au Salvador, on peut voir que Cathie Wood, la PDG de ARK, qui est un fonds d'investissement, a rencontré le président du Salvador afin de discuter de Bitcoin et de possibles investissements et d'innovation et d'opportunités. Donc ça pourrait être intéressant pour le Salvador pour continuer à se développer autour de tout ce qui est Bitcoin et crypto-monnaie. Nous avons également la Thaïlande qui approuve son premier ETF Bitcoin. Donc on peut voir que de plus en plus de pays commencent à rentrer dans Bitcoin via les ETF. On a vu également l'Australie qui a enfin mis sur le marché son ETF Bitcoin. Donc concrètement, si tu n'as pas encore investi, je ne sais pas ce que tu attends. Une majeure partie des pays du monde commencent à mettre les pieds joints dans la crypto-monnaie et permettent à leurs institutions de pouvoir s'y exposer. Ce qui est vraiment quelque chose de très positif, que ce soit pour Bitcoin, mais aussi pour les gens en général, sachant que Bitcoin est la monnaie du peuple. Nous avons également un petit revirement de situation aux États-Unis avec Biden qui a justement activé son veto concernant la loi autour de la crypto, de la régulation de cette dernière. Donc c'est un petit point négatif par rapport à la régulation de la crypto aux États-Unis, mais on peut voir que la campagne présidentielle est bien autour de la crypto. Donc est-ce que Biden ne se mettrait pas un clou dans le pied en devenant anti-crypto? Ça va potentiellement donc profiter à Trump qui lui a vraiment envie de réguler cette industrie afin que les États-Unis deviennent l'un des leaders de cette révolution. Au niveau de l'ETF Ethereum, nous pourrions donc avoir un lancement à la fin de juin, donc d'ici encore 2-3 semaines. Et si cela s'avère vrai, on pourrait potentiellement voir un buzz de rumeurs et sell the news. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment positif pour la suite du marché. En tout cas, nous devrions avoir beaucoup de liquidités qui rentrent dans le marché. Nous avons également ici un petit trade que je vais essayer de te résumer assez rapidement sur qu'est-ce qu'on attend des ETF Ethereum. Et nous avons donc Flo qui nous dit que nous avons pas mal de fonds d'investissement qui s'attendent à avoir pas mal d'entrées d'argent et que cette rentrée d'argent pourrait être entre 10 et 50% de ce que nous avons eu sur BTC depuis janvier. Il a également fait des prédictions en montrant ici que si nous avions 10% de ce qui est entré sur BTC dans Ethereum, nous aurions environ 1,4 milliard de dollars. Ainsi, 50% permettrait d'avoir 7 milliards de dollars d'inflow dans Ethereum. Afin de continuer la spéculation autour de potentielles prédictions du prix pour Ethereum, nous pourrions donc venir à 4000 dollars 400. Si 10% d'inflow cap pu connaître BTC entre sur Ethereum et proche des 7000 dollars si 50% des inflows que nous avons eu sur BTC pourraient entrer sur Ethereum. Bien entendu, ce n'est que de la spéculation. On ne prend en compte que les inflows qui vont rentrer dans les ETF. Il faut comprendre également que plus le marché va grossir, plus Ethereum va augmenter, plus Bitcoin va augmenter, alors les retail, les personnes comme toi et moi vont s'y intéresser et ces derniers pourraient également faire monter le prix. Donc un Ethereum aux alentours des 10 000 dollars pourrait très également être une solution. Au niveau de la tokenisation de Real World Assets, donc d'actifs du monde réel, on peut voir qu'il y a une grosse augmentation et que même depuis l'arrivée de BlackRock avec son fonds tokenisé Build, on peut voir que le marché a pris pratiquement 50% de hausse en termes d'argent tokenisé dans ce secteur. Donc là, au niveau des RWA, on peut voir que ça est en train de recommencer à vraiment sentir bon pour les Real World Assets et que ça pourrait être vraiment l'une des narratives qui va être les plus intéressantes pour la suite de ce bull run. En tout cas, personnellement, c'est bien ce que je pense. Passons maintenant aux ETF et on peut voir que hier, BlackRock a acheté 3900 BTC. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est regarder les charts. Le halving était ici en 2012 et puis nous avons explosé comme des fous. Le halving était ici en 2016 et puis nous avons explosé comme des fous. Le halving était ici en 2020 et puis nous avons explosé comme des fous. Le halving était ici et nous n'avons pas encore explosé comme des fous. Donc est-ce que nous pourrions voir un BTC qui monte aux alentours des 300 000 dollars? Je n'en sais rien du tout et ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais en tout cas, tout ce que je veux vous montrer, c'est que nous n'avons encore pas connu la phase parabolique d'un bull run et ce dernier devrait arriver lors des prochains mois grâce notamment à tout l'argent qui va rentrer dans les ETF et dans la crypto. Et donc si on fait un point sur l'entrée dans les ETF, on peut voir que ça fait depuis le 13 mai que nous avons que des entrées sur les ETF de Bitcoin avec du
Du coup, hier, plus de 886 millions de dollars qui sont entrés dans les ETF, ce qui est le plus haut depuis le 12 mars avec ses plus de 1 milliard de dollars. Ça annonce quand même pas mal de choses assez intéressantes. On a beaucoup d'argent qui rentre, mais le prix ne fluctue pas énormément. Donc, est-ce que les prochains jours, les prochaines semaines pourraient voir une forte hausse arriver? C'est la question à laquelle on essaye de répondre lors de cette vidéo. Car si on regarde la statistique on-chain que nous partage Julio Moreno, on peut voir que le prix de BTC est à 70 000 comme en mars, mais qu'à ce moment-là, nous avons des profits non réalisés d'environ 3%, alors que nous étions à 69% en mars, ce qui prouve que le marché s'est bien calmé, qu'on a vraiment calmé les gens qui sont rentrés sur le top aux 70 000. Ils ont déjà revendu, et aujourd'hui, au même niveau de prix, on n'a plus que 3% de personnes qui sont en profit, ce qui nous permettrait d'avoir vraiment une hausse monstrueuse, car la dernière fois qu'on était à ces niveaux-là, on peut voir que nous étions fin janvier, et par la suite, nous avons eu une belle hausse lors de février et début mars. Donc encore un indicateur assez bullish sur la suite que nous pourrions connaître lors de ces prochaines semaines, ces prochains mois. Allez, avant de continuer, pense à t'abonner, pense à liker cette vidéo. Vous n'êtes pas encore assez à vous abonner. Ça aide énormément au développement de la chaîne, donc je vous en remercie énormément. Au niveau du sentiment, on peut voir qu'on est toujours au plus bas, actuellement avec 20 sur Bitcoin, 4 sur Ethereum et 11 sur crypto. Et si on revient un peu dans le passé, on peut voir qu'on se retrouve entre début octobre, début novembre avec 22 sur BTC et toujours Ethereum et crypto qui est très faible. Comme je vous en parle déjà depuis quelques semaines, un sentiment qui aura des pâquerettes, et ça c'est quelque chose qui nous intéresse énormément car c'est souvent dans ces conditions-là que le marché a tendance à repartir pour enfin faire FOMO les gens qui sont en retard. Et si on regarde sur YouTube, on est à 30 sur Bitcoin, 4 sur Ethereum, 52 sur crypto, ce qui nous ramènerait potentiellement encore une fois aux alentours d'octobre, avant la hausse que nous avions connue ces derniers mois. Donc là encore, les recherches sur YouTube, les recherches sur le web, sur Google, nous montrent que les gens se désintéressent de la crypto, de Bitcoin et encore plus d'Ethereum, sachant que Ethereum a vu son ETF accepté et c'est lui qui pourrait attirer la grosse attention lors de cette prochaine hausse que nous pourrions avoir lors des prochaines semaines. Au niveau de Memecoin, Bullrun et Alt Saison, on peut voir qu'on a Memecoin qui est en train de vraiment performer. Donc si vous êtes sur des Memecoin, faites attention, prenez vos profits car potentiellement la bulle autour des Memecoin pourrait exploser, notamment lorsque BTC repartira à la hausse, cassant des ATH sur ATH et que Ethereum aussi pourrait prendre le lead. À ce moment-là, l'attention sera remise vers les deux plus grosses crypto-monnaies de ce marché et les Memecoin pourraient vraiment en pâtir. Au niveau de Bullrun, on a également bien descendu. On est actuellement à 18, sachant qu'on était monté à 55 lors de mars 2024, ce qui montre que le marché s'est également pas mal calmé. Et c'est pareil pour Alt Saison, on était monté à 3 début février et là on s'est bien calmé. Maintenant, Alt Saison peut-être n'est pas hyper pertinent, mais je vais continuer à faire mes recherches afin d'affiner ce sentiment dans sa globalité. Au niveau du Fear and Greed, on est toujours à 75, donc ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on est dans de l'euphorie. Maintenant, comme je vous disais plusieurs fois lors des dernières revues de presse, on pourrait très bien rester dans un niveau assez entre guillemets euphorique et continuer à monter plus haut. Nous, ce qu'on veut voir, c'est de l'extrême euphorie, comme vous pouvez voir ici. En mars, nous avons tapé de l'extrême euphorie et par la suite, nous avons une correction. Pour l'instant, on a de l'euphorie. Maintenant, rien n'empêche également qu'on puisse avoir une nouvelle correction lors des prochaines semaines, des prochains jours même, en tout cas sur le court terme, afin de revenir chercher un sentiment beaucoup plus neutre, beaucoup plus dans la peur, qui ne sait pas trop où est-ce que le marché pourrait aller. Si c'est trop évident, eh bien, c'est pas intéressant pour le marché de continuer à monter. Il va falloir vraiment créer un petit peu plus d'incertitude. Mais en tout cas, par la suite, on pourrait vraiment venir chercher des plus hauts. Au niveau des liquidités, on peut voir que sur le court terme, on a pas mal de liquidités à venir chercher au sud, entre les 66 000 et les 70 000. Donc, potentiellement, nous faire une petite mèche vers le bas pour venir chasser tout ça pourrait être intéressant pour justement faire, comme je te disais juste avant, baisser le sentiment, revenir sur un peu plus de peur, un peu plus d'incertitude. Mais en tout cas, ça, c'est plus sur le court terme. Mais si on regarde sur du plus long terme, alors là, on peut voir que également beaucoup de liquidités attendent au nord à être cherchées et pourraient nous amener potentiellement à venir chercher un nouvel ATH. Maintenant, ça pourrait se passer dans les 3 prochains mois. Ça pourrait prendre quelques semaines à se mettre en place. Et avant ça, on pourrait très bien venir chercher ces liquidités qui nous attendent un peu plus au sud, aux alentours de 65 000 $. Donc, pour résumer, je dirais que sur le court terme, il y a quand même des possibilités de venir un peu chercher plus bas. Mais sur du plus long terme, personnellement, je pense que le marché devrait aller plus haut. En tout cas, on a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que c'est le cas. Au niveau du tapis vert des funding rates, là encore, on est toujours dans le vert, donc le marché n'est pas en surchauffe au niveau du trading. Et ça, c'est plutôt intéressant à voir. Ça veut dire que là aussi, on a un nouvel indicateur qui nous dit qu'on pourrait venir chercher plus haut. Allez, on passe maintenant sur le côté de la macroéconomie. Et comme je vous annonce déjà depuis quelques semaines, nous aurons un FOMC le 12 juin 2024, donc d'ici une dizaine de jours. Et il ne devrait pas y avoir de baisse des taux. Le marché, en tout cas, price à 99,9% que l'on restera sur les taux actuels. Donc nous verrons ça le 12 juin, mais c'est déjà quelques semaines que je te dis que ça ne devrait pas bouger, donc je pense qu'on est assez serein par rapport à ça. Au niveau de juillet, le 31 juillet, nous aurons donc un nouvel FOMC dans lequel ils vont aussi discuter des taux d'intérêt, et là
le marché price à 83,4% qu'il n'y aura pas de baisse des taux également et que potentiellement la baisse des taux pourrait arriver en septembre, le jour où le FOMC le 18. Et dans le marché qui estime à 55% qu'il y aura une baisse des taux. Maintenant, voilà, il faut attendre de voir un peu plus l'évolution du marché au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour avoir plus de visibilité sur septembre. Petit point sur l'inflation aux États-Unis, on peut voir que depuis janvier 2021, on a les œufs qui ont augmenté de 50%, l'essence de pratiquement 48%, l'électricité de 30%, le gaz naturel de 27%, le poulet de 24%, les transports publics de 22%, le lait de 15%, les habits de 14%, et que depuis ces 3 dernières années, le pouvoir d'achat du dollar a baissé de 16%. Ce qui est vraiment énorme et c'est vraiment le résultat du fait d'imprimer trop d'argent tout simplement. Donc faites attention à ça, protégez-vous de l'inflation car c'est pas parce que c'est aux États-Unis que ça ne se passe pas en Europe. Au contraire, toutes les politiques monétaires dépendent des États-Unis. Donc si les États-Unis vont faire quelque chose, l'Europe aura tendance à faire exactement la même chose. Donc protégez vos épargnes en achetant des actifs qui conservent la valeur. Ce qu'on appelle des actifs de valeur refuge. On a également un membre de la Fed qui nous dit qu'ils ne vont pas atteindre forcément les 2% pour baisser les taux d'intérêt. Donc, s'ils n'arrivent pas à contrôler les 2% d'inflation qu'ils espèrent atteindre, eh bien, ils pourraient quand même baisser le taux d'intérêt, surtout s'il y a des problèmes économiques. Et ça, ce seront les prochains mois qui nous en diront plus. Au niveau des events importants cette semaine, on a eu hier du coup le nombre de nouveaux jobs qui ont ouvert. On va regarder ça juste après. Et au niveau des emplois, nous aurons quelques datas aujourd'hui ainsi que vendredi. Donc, nous verrons s'il y a plus de chômage, s'il y a moins de chômage, s'il y a plus d'emplois qui sont créés. Donc tout ça, ce sera des choses que nous traiterons un petit peu aujourd'hui avec une data que nous avons eue depuis hier. Mais le reste, nous le verrons soit vendredi, soit lundi. Et donc au niveau des nouveaux emplois, on peut voir qu'on est toujours en baisse. Donc si on regarde le graphique, on a eu un top aux alentours de 2022 et depuis on ne fait que baisser. Et encore aujourd'hui, on ne fait encore que baisser. Donc il y a de moins en moins d'emplois disponibles pour les Américains, ce qui va mener forcément un peu plus de chômage. Et en général, ce n'est pas très bon pour l'économie. Pour l'instant, on va vraiment attendre le taux de chômage pour vraiment savoir si le taux de chômage augmente et en général c'est ce qui pourrait venir causer une baisse des taux. Donc pour l'instant le chômage pourrait continuer à augmenter. Également on a une data plutôt intéressante entre le fait de vendre sa maison et le taux de chômage. Donc on peut voir qu'à chaque fois que la courbe en vert a tendance à augmenter fortement, c'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à vendre leur maison. Ce qui se passe c'est que lorsque cette courbe augmente, on peut voir que le taux de chômage a tendance à repartir également par la suite. C'est passé en 2009, c'est ce qui s'est passé également en 2021, mais là on va pas vraiment prendre ça en compte car c'était le Covid, c'est peut-être quelque chose d'exceptionnel. Mais là ce qu'on voit c'est que le nombre de ventes de maisons augmente et que le chômage est un petit peu en retard. Donc est-ce que nous pourrions avoir un chômage qui continue à augmenter comme ça alors que le nombre de ventes de maisons augmente également? C'est quelque chose que nous allons observer lors des prochaines semaines. Mais en tout cas, ça nous mènerait vers la récession que nous attendons depuis un moment. Maintenant, toutes ces datas peuvent prendre des mois pour se mettre en place, donc pas de stress pour le moment. Car comme on peut le voir également, il semblerait que le marché de l'emploi soit quand même assez fort comparé à ce qui s'est passé historiquement. Car ça fait 27 mois que nous avons un taux d'emploi en dessous des 4% et ça ne s'était pas vu depuis 1967. Donc vendredi, nous aurons les datas pour savoir si on est toujours en dessous des 4% ou si nous avons continué à augmenter en termes de chômage. Et donc cette data pourrait être très importante afin de continuer à comprendre l'évolution de l'économie lors des prochaines semaines et des prochains mois. Au niveau du système bancaire, on peut voir qu'on a de plus en plus de problèmes qui sont en train de se mettre en place et ça fait maintenant 2 mois qu'ils ont enlevé l'aide qu'ils avaient mis en place pour les banques. Et on peut voir que les pertes non réalisées des banques est actuellement de 517 milliards de dollars, ce qui est énorme. Donc on peut voir qu'on a 40 milliards de pertes non réalisées en plus depuis le dernier trimestre de 2023. Le premier trimestre de 2024 est également le 10e trimestre de pertes non réalisées depuis que nous avons ces problèmes bancaires, ce qui n'était jamais arrivé depuis 2008. Donc là on est vraiment sur des niveaux que nous n'avons jamais vus, ce qui est très très inquiétant par rapport aux banques. Comment cela va se terminer, je ne sais pas pour l'instant. En tout cas, il va falloir que la Fed trouve une solution et ça va sûrement être de l'injection monétaire pour justement contrer ces problèmes. Car il y a pour l'instant 63 banques qui sont au bord de la faillite. Et donc on peut voir que même avec l'aide qu'ils avaient mis en place l'année dernière, les banques n'ont pas vraiment récupéré de ces grosses pertes, de cette grosse crise. Et on pourrait avoir devant nous une crise beaucoup plus grosse. Et donc si tu suis mes vidéos, d'ailleurs si tu ne me suis pas, pense à t'abonner et à liker la vidéo, tu sais bien que je te parle énormément de la liquidité qui rentre dans les marchés. Et bien que nous étions dans une politique monétaire dans laquelle la Fed a tendance à retirer de l'argent du système grâce au tightening, et bien on peut voir quand même que la liquidité augmente
sur les marchés et qu'à chaque fois que la liquidité a augmenté sur les marchés, on a vu que BTC a augmenté. À chaque fois que la liquidité a baissé, on peut voir que BTC a corrigé, voire a stagné. Et donc, ça veut clairement dire que la liquidité qui rentre dans les marchés va se répercuter directement dans les assets à risque et dans le Bitcoin. Et maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est comme je te disais lors des dernières revues de presse, nous sommes en train d'assister à de l'impression monétaire, de l'injection monétaire déguisée. Donc, à partir du mois de juin, donc ça a déjà commencé, on a eu moins d'argent qui est détruit. Donc, s'il y a moins d'argent qui est détruit, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui peut rentrer dans le système. Et nous avons aussi du buyback, donc qui permet de racheter des bons du trésor, qui va donc permettre aux banques d'avoir plus de liquidités. Et donc, ces dernières qui auront plus de liquidités vont donc rebalancer leur portefeuille et placer ces liquidités dans des assets plus ou moins risqués. C'est pour ça que nous avons de l'argent qui va également découler dans le SP500, dans Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc concrètement, là, pendant les 3 prochains mois minimum, on va avoir de plus en plus de liquidités qui vont rentrer. Donc une augmentation des liquidités pourrait potentiellement faire augmenter les prix de BTC et des autres crypto-monnaies. En tout cas, personnellement, c'est le scénario que j'imagine et dans lequel je te parle déjà depuis plusieurs semaines. Et je pense également que nous pourrions avoir une baisse de ces liquidités à la fin de l'été lorsque tous ces programmes prendront entre guillemets fin. Et nous attendrons alors septembre afin de voir quelle sera la prochaine politique monétaire sur les 3 prochains mois. Et au vu des élections présidentielles, ça pourrait être avantageux également pour la liquidité qui rentre dans le marché. Mais ça, bien entendu, je t'en reparlerai au fur et à mesure du temps. La semaine dernière, nous avons également eu un retour sur le PIB lors du premier trimestre 2024 et nous sommes actuellement à 1,3% de croissance alors que le mois dernier, nous avons reporté 1,6%, ce qui correspond à 60% de moins que le Q4 2023 où nous avions eu 3,4% de croissance. Nous avons donc une économie qui est en train de ralentir petit à petit, une inflation qui est en train de potentiellement repartir à la hausse. Pour l'instant, l'inflation a l'air d'être assez bien contrôlée, mais elle pourrait repartir assez rapidement. Et donc potentiellement, la Fed en fait serait un petit peu bloquée entre le fait de ne pas avoir de croissance et le fait d'avoir trop d'inflation, ce qui permettrait potentiellement de rentrer dans une récession qui sera obligatoire afin de pouvoir par la suite relancer la planche à billets, relancer la croissance. Mais tant que l'inflation ne sera pas contrôlée, ça va être très difficile de faire ce genre de move car forcément imprimer plus d'argent va relancer l'inflation, malgré que logiquement ça devrait aussi relancer la croissance. Mais pour combien de temps? Parce que si l'inflation repart, il faudra alors calmer l'impression monétaire pour redescendre l'inflation et donc du coup baisser la croissance du pays. Donc concrètement, on peut voir que la Fed se retrouve un petit peu piégée et ça va être intéressant de voir quelles seront leurs prochaines décisions concernant tout ça. Au niveau de l'or, on peut voir que la Chine accumule toujours plus d'or et se débarrasse de ses bons du trésor américains. Donc ça veut dire clairement que les Chinois n'ont plus confiance dans les États-Unis. On peut voir même que depuis un moment, en fait, depuis 2013-2014, ils ne font que vendre des bons du trésor américain et ça a accéléré depuis le Covid parce qu'à mon avis, ils ont bien compris que les Américains sont en train de dévaluer leur monnaie à outrance. Et donc, les Chinois cumulent de plus en plus d'or afin justement de revenir sur potentiellement un étalon or au niveau des monnaies. Également au niveau du presidential cycle, je vous en ai déjà parlé, je crois, lors d'une dernière vidéo. Et on peut voir qu'en général, depuis environ 1900, nous avons des datas qui nous montrent que le marché a tendance à évoluer toujours un petit peu de la même manière lorsqu'on s'approche des élections. Et on peut voir donc qu'en général, le marché a tendance à ralentir, voire à baisser lors de la deuxième année d'élection. Et après repartir lors de la troisième année et de la quatrième, car l'objectif du président va être de se faire réélire. Et si il montre que l'économie va bien, que les marchés financiers vont bien, alors il va avoir la confiance du peuple afin de se faire réélire. Et on peut donc voir que le marché actuel est vraiment en train de pricer la même chose que cette moyenne que nous avons depuis 1900. On pourrait donc avoir une continuation haussière lors de la fin de cette année et potentiellement un ralentissement lors de l'année prochaine. Ce qui concorderait assez bien avec les cycles Bitcoin que nous avons déjà depuis quelques temps. Maintenant, rien n'empêche non plus de continuer à augmenter lors de 2025 et il faudra prendre des précautions par rapport à tout ça. Tout dépendra en fait du sentiment du marché que nous aurons au moment de la fin de cette année. Mais en tout cas, tu sais très bien que nous verrons ça en temps réel au moment venu. On va faire aussi un petit point sur le fait que Bitcoin est détenu par les institutions, que les ETF permettent potentiellement d'accumuler du Bitcoin et de vraiment un peu sortir de cette philosophie que nous avons autour de Bitcoin. Et nous avons Mark Moss qui nous dit que actuellement nous avons Wall Street qui a capturé 4%, environ 5 même, de la supply de Bitcoin. Mais ce qu'il nous montre du doigt, c'est qu'il faut comprendre que 74% des actions sont détenues par BlackRock et deux autres fonds d'investissement, dont Vanguard. Que 60% de l'or est détenu par les banques centrales. Que 40% de l'immobilier est détenu par les institutions. Et que nous avons également la monnaie qui est contrôlée par les gouvernements et les banques centrales dans leur entièreté. Donc à côté de tout ça, 4% de BTC détenus
par les ETF et par les institutions, ce n'est pas si grave au final, car ce n'est vraiment rien comparé au supply qui reste encore en circulation. Bien entendu, au fur et à mesure du temps, ça continue à augmenter, mais tant que nous allons conserver nos BTC et nos crypto-monnaies de manière custodiale, donc par nous-mêmes, eh bien, nous aurons un peu plus de poids dans tout ça. Et si un jour ces institutions sont amenées à posséder ne serait-ce que 20-30% de tous les BTC ou de tous les Ethereum par la suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons nos banques qui ont explosé de manière démentielle et que nous aurons forcément make it dans cette industrie. Donc, toujours voir un petit peu la globalité de toutes les datas que nous pouvons avoir. En tout cas, les ETF, à mon sens, ça reste quand même dans la globalité une bonne chose pour notre industrie. On va faire un tour rapidement sur les graphiques. On peut voir que le dollar est toujours en dessous de cette trendline et qu'il a tendance à baisser lors des prochains jours. Donc, si on a un dollar qui continue à partir à la baisse, eh bien, autant te dire que c'est très bon pour Bitcoin et pour tous les autres altcoins du marché. Au niveau de BTC, on peut voir qu'on est toujours dans le scénario que je te présentais, en train de faire des plus bas de plus en plus haut. On en a fait un nouveau ici. Et maintenant, on va chercher à faire un plus haut de plus en plus haut qui pourrait potentiellement arriver par ici. Il faudra venir casser les 72 000 $, ce sera encourageant. Potentiellement, on va continuer à monter un escalier comme je te montre ici. Pour l'instant, on suit vraiment très bien le scénario que je t'ai montré. Donc, RAS par rapport à tout ce que je t'ai dit lors des dernières revues de presse, et maintenant, on va attendre la suite par rapport à BTC. Au niveau d'Ethereum, pareil, et bien regarde ça, on est toujours en train de consolider au-dessus de ce dernier support avant de potentiellement venir chercher les 4 000 $. Donc maintenant, plus on va consolider et plus on aura tendance quand même à partir à la hausse. On a les ETF qui sont prêts d'être acceptés. Donc, comme je te disais au début de la vidéo, qui devrait arriver lors des 2-3 prochaines semaines, qui va donc connaître un flux de liquidités qui vont rentrer dans ce dernier et ça devrait faire péter le prix à la hausse et on pourrait potentiellement venir casser ces 4 000 $, continuer à venir s'appuyer comme je te présentais lors de ce scénario avant de vouloir continuer à venir chercher des plus hauts. Au niveau d'Ethereum face à BTC, on peut voir qu'on est en train de retester cette trendline baissière que j'avais fait. Donc si je dézoome, on peut voir que c'est une trendline qui date quand même depuis un moment, qui est plutôt sympa. Il y a eu quelques excès parfois, mais là, en tout cas, soit ça va être un excès, on va venir réintégrer et peut-être revenir plus bas, ce qui voudrait dire que BTC surperforme encore une fois Ethereum et le marché. Soit on s'appuie tout simplement sur cette trendline et on va repartir parce que Ethereum pourrait leader le marché, notamment grâce aux ETF. Au niveau des altcoins, nous avons AKT qui a pas mal corrigé ces derniers temps et qui rentre dans une zone plutôt intéressante, donc la Golden Pocket dont je vous parle tout le temps. Il est directement dans cette zone. On est aussi sur la zone des 0,382 sur du plus long terme, donc c'est une bonne zone pour acheter également pour de l'investissement plus long terme, qui nous montre que AKT risque d'être encore aussi lors des prochaines semaines. Si on dézoome également, qu'on se met en weekly, on peut voir que potentiellement il sera en train de faire un très beau W qui pourrait l'amener chercher de nouveau plus haut. Donc AKT très intéressant à surveiller. Nous avons également Tao qui a pas mal corrigé ces derniers temps. Il est retourné dans un range entre les 490 $ et les 370. On peut voir qu'il est revenu chercher 374 $ et que là il va avoir tendance à revenir chercher tout ça avant de potentiellement venir casser ici et de repartir. Donc si j'efface le scénario que j'avais mis en place ici et que j'essaye de revoir un petit peu ce petit scénario qui avait très bien fonctionné, on pourrait très bien se dire que potentiellement Tao pourrait revenir chercher ici. Alors soit il vient directement casser, s'appuyer avant de vouloir peut-être range un peu et de repartir, ou alors il pourrait très bien continuer à range dans cette zone avant de repartir à la hausse également. En tout cas, je pense que au niveau du projet dans lui-même et au niveau de la narrative, Tao est quand même un très bel altcoin. Nous avons également Tia qui il fait complètement ce que j'avais à peu près imaginé. Donc voilà, il est revenu chercher des plus bas, il a cassé la trendline, il revient s'appuyer sur le support et sur la trendline et là il commence tranquillement à repartir en forme d'escalier en faisant, comme je te dis assez souvent, des plus bas de plus en plus haut ici et des plus hauts également de plus en plus haut. Donc on va vouloir chercher de nouveau plus haut ici maintenant et repartir potentiellement vers un nouvel ATH. On verra ça lors des prochaines semaines. Mais en tout cas, très intéressant. Il a très bien corrigé et il pourrait être super cool comme token pour la suite. Attention tout de même au niveau des tokenomics. À partir de octobre, nous allons avoir une grosse libération de tokens. Donc surveillez ça avec attention. Nous avons également Injective qui a pas mal suivi le scénario que j'avais tracé il y a maintenant quelques temps. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent casser un petit peu cette résistance ici et qu'ils viennent potentiellement s'appuyer dessus afin de pouvoir repartir également en escalier. En tout cas, on peut voir que ça consolide depuis maintenant un certain moment, que Injective avait été l'un des leaders lors de la dernière hausse qui avait commencé à repartir à partir de l'été dernier. Maintenant, ça pourrait être aussi intéressant de le voir continuer à augmenter. Donc surveiller ce token, ça pourrait être très intéressant. Nous avons également Link qui lui est un très gros token, mais qui a quand même un potentiel
plutôt intéressant. On peut voir que il est venu casser la trendline baissière qu'il avait par ici. Il est même revenu tester cette dernière. Il est revenu dans la zone des 0,382 qui permet de continuer à avoir une tendance haussière. Il est également en train de faire des plus bas de plus en plus haut depuis un petit moment et des plus hauts de plus en plus haut également. Donc pour l'instant, il a l'air de vouloir repartir dans une phase plutôt haussière, sachant que c'est un très gros projet qui va englober pas mal de choses, notamment les oracles, les RWA, qui est vraiment un leader du marché pour un portefeuille qui ne veut pas prendre forcément beaucoup de risques. C'est un très bon token dans lequel s'exposer. Au niveau de Encore, on peut voir qu'il a l'air de vouloir casser cette trendline baissière. Pour l'instant, il n'y arrive pas encore. Donc nous, tout ce qu'on veut, ça va être vraiment de voir ça, la trendline qui se casse. On revient à s'appuyer dessus, sachant qu'on a aussi un support assez intéressant qui s'est positionné par ici. Donc on pourrait très bien revenir s'appuyer sur ce support par la suite avant de potentiellement repartir et de venir chercher des plus hauts, faire des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus haut pour aller vers le nouvel ATH. Donc par rapport à ça, plutôt intéressant en termes de fondamentaux. Encore est un très bon projet. En termes de tokenomics, c'est aussi un très bon projet. Donc, projet à surveiller s'il peut t'intéresser dans le narratif des DePIN, de l'IA et du liquid staking. Dans le niveau DePIN, nous avons Storj qui est plutôt intéressant également. On peut voir qu'il est toujours dans sa boîte d'accumulation ici. Donc, il n'a pas fait vraiment de grosses performances pour l'instant. Mais ça pourrait être intéressant de s'y exposer et de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire par la suite. Donc, je vais te laisser faire tes propres recherches par rapport à ce token. Moi, je trouve que c'est un token qui est plutôt intéressant. Maintenant, comme toujours, fais tes propres recherches, car ceci n'est pas un conseil en investissement. Au niveau d'Illuvium, on peut voir qu'on a un gros W qui est en train de se préparer. On peut voir qu'il a pas mal corrigé ces derniers temps avec le marché, mais que là, il a fait déjà un très beau rebond qui revient reprendre ce support, qui revient un peu s'appuyer dessus avant de potentiellement repartir. Donc, mon scénario, il est toujours identique, c'est ça, mais voilà, à partir d'ici, logiquement, ça pourrait se faire très bien. Maintenant, comme toujours, c'est de l'investissement, on n'est jamais sûr de rien. Au niveau de STX, on peut voir également qu'il a enfin cassé cette trendline baissière et que maintenant, il va essayer de venir chercher des plus hauts. Donc, il est toujours dans une zone assez intéressante proche de la Golden Pocket. Il était notamment parti un petit peu en dessous, venir chercher un peu le dernier espoir autour des 0,786. Mais en tout cas, il a très bien rebondi, ce qui nous prouve qu'il y a quand même encore du potentiel sur ce token. Maintenant, on veut encore du travail et potentiellement venir chercher des plus hauts par la suite. Toujours dans les layers 2 de BTC, on a Merlin Chain qui a pas mal retracé. Après être bien remonté, on peut voir qu'il est déjà sur un retracement d'environ 25%, ce qui est très intéressant. Il est au 0,5, donc il a retracé la moitié de son mouvement. Maintenant, est-ce qu'on pourrait venir rechercher par ici, stagner un petit peu avant de repartir? Attention à la tokenomics également qui n'est pas très belle. Et sur un narratif autour des layers 2 de BTC, Merlin Chain a clairement sa place. Maintenant, faites attention, comme je vous dis, au tokenomics. Au niveau des tokens, c'est bon pour l'instant. Si vous avez des tokens que vous voulez que je regarde, dites-moi le directement en commentaire et je me ferai un plaisir de les analyser pour vous. On va finir maintenant sur un article du jour plutôt intéressant sur Render. Donc voilà, là tu vas avoir une analyse sur Render assez intéressante, assez détaillée. Maintenant, à toi de lire tout ça afin de mieux comprendre ce projet. Et au niveau des sagesses du jour, donc gardez bien en tête qu'il ne contrôle uniquement car il contrôle la monnaie. S'il ne contrôlait pas la monnaie, et bien forcément il ne pourrait pas avoir autant de contrôle sur nous. Maintenant, Bitcoin et les crypto-monnaies est une manière de récupérer petit à petit ce pouvoir qu'ils nous ont pris. Et investir en crypto, c'est avant tout un acte politique. En tout cas, c'est ma philosophie, c'est celle que je défends. Et c'est pour ça que je suis autant investi dans cet écosystème. Également, pensez une chose, c'est que si tu gardes du fiat, c'est clairement en train de dire au gouvernement, vas-y, vole-moi ma monnaie. Car l'inflation est la pire taxe qui existe au monde et c'est celle qui va vraiment nous appauvrir au fur et à mesure du temps sans même que l'on puisse s'en apercevoir. Donc garde ça en tête. Si jamais tu veux discuter de tout ça avec moi, je suis toujours disponible sur Twitter. Tu n'as plus qu'à m'envoyer un DM. Tu as les liens directement en description. Mais en tout cas, je te remercie énormément d'avoir regardé cette revue de presse en entier. J'espère qu'elle t'a plu et je t'invite notamment à me le dire directement en commentaire ou alors à t'abonner et à mettre ton plus beau like. Et quant à nous, je te dis à bientôt lors de la prochaine revue de presse.